L'homme qui va venir est déjà un ami, bien entendu. Voilà, bien sûr. Mais aussi l'un des plus brillants économistes. Hein, vous le voyez à la télévision, vous l'écoutez également à la radio, et ses livres qui sortent régulièrement. Il y en a un qui va sortir au mois de janvier. Se vendent à chaque fois des dizaines de milliers d'exemplaires. Il s'arrache. Voici Monsieur Olivier Babot à la tête du think tank Sapiens. Voilà. Bonjour Olivier. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravi d'être là. Oui. Alors, Rouler Jeunesse, mesdames, messieurs, cet homme repeuple la France. Et depuis lundi matin, il y a une Française de plus, et on applaudit très fort. On salue la petite Athéna qui est née donc lundi matin. Voilà. J'avais oublié que les bébés considéraient que la nuit c'était le jour et le jour c'est la nuit. C'est comme ça. J'oublie. Bon. Bravo en tout cas, Olivier. Rouler Jeunesse, je disais, c'est le thème cette année de ce 78e congrès. Hein. Justement, pour un jeune, est-ce que c'est exaltant de vivre, de travailler en 2024, disons bientôt 2025, bien sûr? Allez, question que je te pose. 30 minutes pour y répondre. C'est parti, Olivier. Merci beaucoup. J'ai en effet 30 minutes pour vous convaincre que nous vivons l'époque la plus exaltante de l'histoire de l'humanité, tout simplement. Nous ne vivons pas une époque de changement, nous vivons un changement d'époque. Et pour le comprendre, vous savez, souvent il faut prendre du recul. Quand on a le nez sur notre époque, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Alors je vais vous convier un petit peu à prendre du recul, beaucoup de recul. 1900, exposition universelle. C'était encore le moment d'un incroyable optimisme vis-à-vis de la science, vis-à-vis du progrès. Vous savez, c'était l'optimisme comtien. Auguste Comte, on pouvait, grâce à la science, régler tous les problèmes. Le palais de l'électricité, tout le monde se précipitait. Malheureusement, il a été détruit. Il nous reste le grand palais et le petit palais, mais le palais de l'électricité a été détruit. Tout le monde allait se précipiter pour aller voir cette merveille. Il y avait des lumières la nuit, il y avait les ampoules inventées par Thomas Edison. L'autre chose que tout le monde allait voir, c'était la rue de l'avenir. La rue de l'avenir, c'était un pont roulant qui faisait le tour de l'exposition universelle de 1900. Et vous voyez, ce nom de rue de l'avenir montrait bien l'incroyable optimisme. On entrait dans ce 20e siècle avec un optimisme extraordinaire. On était sûr que ça allait être génial. Bon, ça a été plutôt moins bien que prévu. Comme vous le savez, dès ce soir d'avril 1912, ça a été un premier traumatisme, hein, le Titanic. Hein. On a compris que la science ne pouvait pas tout et que la nature se rappelait à nous. Évidemment, tout le XXe siècle a été la vérification terrible du fait que la science pouvait aussi poser au moins autant de problèmes qu'elle en réglait, et que le progrès n'était pas tout à fait uniforme. On a vu que les guerres n'étaient pas plus courtes, elles étaient juste beaucoup plus meurtrières. On a tout essayé en termes d'extrêmes, évidemment d'armes et de régime. Nous, en ce début de 21e siècle, évidemment, nous n'entrons pas avec le même optimisme vis-à-vis du progrès, parce que on a été évidemment totalement douché par le 20e siècle, mais il y a quand même matière à se réjouir et quand même à être face à pas mal de défis dont il faut être conscient. Notre problème, c'est qu'on est tous aujourd'hui là, sur une exponentielle. Alors si vous avez fait un peu de mathématiques, l'exponentielle, le problème, c'est la dérivée seconde. La dérivée, c'est la vitesse. La dérivée, c'est donc la vitesse de la vitesse, et donc l'accélération. Le problème, c'est que ça va vite, et ça va de plus en plus vite. Alors, je vous vois sceptique, là. Vous y croyez pas, vous dites, ouais, ça va vite, mais vous allez voir. Je vais vous convaincre de l'accélération, là encore en prenant vachement de recul. Pendant 3,3 millions d'années, on a taillé à peu près les mêmes silex. L'âge de pierre, 3,3 millions d'années. Première révolution industrielle, ou la deuxième si vous considérez que la première c'était la pierre. Là, l'âge du bronze. Et de l'âge du bronze à l'âge du fer, il n'y a que 2000 ans. Et si on va un peu plus loin, je vous prends une autre comparaison qu'on fait pas assez souvent. Entre le premier vol des frères Wright en 1903. Première fois, on arrive à vraiment faire décoller un aéroplane sur quelques mètres. Hein. Bon, il y avait Clément Ader aussi un peu. Et le moment où on a marché sur la Lune, il y a donc 66 ans. C'est rien du tout. C'est un clignement d'œil. Et d'ailleurs, ça marche aussi avec la traversée de la Manche, vous savez, par notre aviateur à nous. Comment s'appelait-il déjà Blériot, Louis Blériot, traversée de la Manche 1909. 60 ans plus tard, on marche sur la Lune. 60 ans plus tard. Et si vous croyez que vous prenez des risques dans la vie, souvenez-vous que Louis Blériot, quand il a traversé la Manche, il avait une jambe cassée, il savait pas nager. Anecdote véridique. Il y a 35 ans entre les deux.
Alors, on est tous très jeunes dans cette salle, mais moi, je me souviens de celui de gauche. Il y a à peu près la même distance. Le premier iPhone, comme vous savez, c'était en 2007. Ça paraît, c'est tellement rentré dans nos vies que ça paraît absolument une évidence. Le plus extraordinaire, c'est d'abord la capacité de mémoire, la croissance de capacité de mémoire. Regardez, en 1956, 375 mégas. Il vous fallait quasiment une salle, hein. C'était une salle entière. Aujourd'hui, vous avez tout cela, tel que je vous vois, dans vos poches. Vous avez plusieurs téras. 1 téra, c'est 1 million de mégas. Hein. Vous avez ça, évidemment, et vous avez même probablement plusieurs téras avec vous. Mais le plus extraordinaire, c'est même pas ça. Le plus extraordinaire, c'est quelque chose qui est un peu moins visible. C'est la croissance de la capacité computationnelle. En 1937, le meilleur ordinateur du monde, le premier, il fait 1 opération par seconde. Aujourd'hui, avec le Frontier, qui est le meilleur ordinateur du monde à cette époque, on est arrivé pour la première fois à ce qu'on appelle l'hexaflop. Un hexaflop, c'est 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde. Notre cerveau ne peut même pas se représenter ce que c'est qu'1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde. L'Aurora fera bientôt 2 hexaflops, 2 milliards, 2 milliards. Elon Musk a annoncé qu'il allait avoir un ordinateur qui fait 100 hexaflops, 100 milliards, 2 milliards. Et Intel et Dell ont déjà présenté les plans d'un ordinateur qui serait le premier à atteindre le zetaflop. 1000 milliards, 2 milliards d'opérations par seconde. Et je vous disais qu'on était sur une exponentielle, ça n'est même qu'un début. De toute façon, notre cerveau est déjà largué, hein. On ne sait même pas, de toute façon, milliards, millions, de toute façon. Mais Google a annoncé avoir réussi à faire fonctionner un microprocesseur quantique. Le microprocesseur quantique, il fait en 3,20 secondes ce que les meilleurs ordinateurs du monde font aujourd'hui en 10 000 ans. 3,20 secondes, 10 000 ans. Puisqu'il y a un rapport de puissance de 1 à 100 000 milliards. Vous voyez l'exponentielle dans laquelle on est? Alors peut-être que pour l'instant, vous vous dites, je vois bien l'exponentielle, mais je vois pas très bien l'exaltation. Ça va venir. Ça va venir. En tout cas, s'il y a bien un truc qu'on remarque quand on fait de l'histoire longue des cycles d'innovation, c'est que plus ça va, plus les cycles sont courts. Depuis le XVIIIe siècle, c'est comme ça. Alors, je suis même remonté tout à l'heure à l'âge de bronze, mais vous voyez, ça marche même quand on prend les cycles plus récents. On vient d'entrer dans d'ailleurs un tout nouveau cycle dont on va parler. La question, c'est l'exponentielle, à partir d'un certain moment, ça devient une sorte de vitesse infinie. À partir de quand ça arrive? En tout cas, qu'on le veuille ou non, on est à ce moment extraordinaire où un nouveau cycle qui va probablement être aussi court, enfin encore plus court que l'autre, vient de commencer. Car il y a, en fait, même pas 2 ans, enfin on va fêter l'anniversaire de l'arrivée de ChatGPT. Hein. GPT, comme vous savez, hein, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. Mais GPT, c'est aussi l'initiale de General Purpose Technology. C'est une technologie à usage général, c'est-à-dire une technologie qui va tout changer, comme l'a été la vapeur ou comme l'a été l'écriture. C'est une... Tiens, je vais faire un truc. Qui n'a jamais testé une IA générative comme ChatGPT dans cette salle? Levez la main, n'ayez pas honte. Allez, avouez, testez. Testez, allez voir. Je dis pas, vous n'êtes pas abonné, machin, hein, mais testez. Eh bien, devoir de vacances. Allez voir. Franchement, vous me direz merci. Allez-y. C'est la chose la plus extraordinaire que vous aurez vue dans votre vie. Jusqu'aux choses que vous verrez plus tard. C'est vraiment extraordinaire. Le premier ChatGPT, il avait 375 milliards de paramètres. Les derniers modèles, ils en ont probablement 2000 milliards. Et ils progressent de façon extraordinaire. La première fois, c'était texte to texte. Vous écriviez un texte, il vous construit un texte en réponse, quasiment comme un être humain pourrait le faire. Maintenant, il y a du text to image, text to picture, du picture to text, et demain du text to action, probablement. Vous pouvez lui envoyer une photo. Vous prenez une photo de votre réfrigérateur, avec le contenu. Vous lui dites, qu'est-ce que je peux trouver comme recette à faire pour ce soir à partir du contenu? Il va vous donner une réponse. Est-ce que ma robe du soir est belle? Il va vous donner une réponse. J'ai des amis chercheurs au CNRS, ils disent, je passe maintenant plus de temps à discuter avec mon IA génératif qu'avec mes collègues. Parce que c'est en général plus intéressant. Vous tous dans cette salle ici, d'ici 5 ans, vous aurez tous dans votre poche un consultant, confident, personnel, serviteur. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a dit « C'est l'année la plus intéressante
de l'histoire humaine, à l'exception de toutes les années futures. Et lui en sait quelque chose puisqu'il est au cœur de ce qui est en train de se passer. Ça n'est pas juste de la technique, c'est vraiment l'histoire de l'humanité qui est en train de connaître un tournant. Et vous vous rendez compte, nous sommes aux premières loges. Alors, vous avez sans doute vu, il peut créer maintenant d'ailleurs pas seulement des images, mais aussi des vidéos à volonté. Demain, très probablement, et c'est ce sur quoi travaille Zuckerberg notamment, mais aussi Netflix, vous allez regarder un film qui aura été créé dans l'instant, pour vous, spécialement, uniquement en images de synthèse, en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous avez envie de voir, en fonction de ce que vous aimez, en fonction des histoires qui vous plaisent. Et la musique aura été composée aussi dans l'instant. C'est la fin d'Hollywood. Et la fin probablement de plein d'autres choses. Toutes ces images n'existent pas, hein, évidemment. Hein. Tout ça, ce sont uniquement des créations. Vous pouvez à volonté, ad libidum, aller vous amuser à créer des images en fonction de ce que vous voulez. L'une des caractéristiques de notre époque, c'est que la science-fiction est souvent de la science avec un peu d'avance. D'ailleurs, regardez, Jules Verne. Tout ce que Jules Verne a écrit, c'est réalisé. Tout. Sauf Voyage au centre de la Terre. Si je ne me trompe pas. De la même façon, plein de choses qui sont dans vos livres de science-fiction deviennent possibles. Nous vivons un monde miraculeux, probablement au sens propre. Regardez, la lecture dans les pensées. Là, on dit, oh non, jamais, lecture dans les pensées, ça n'arrivera pas. Mon exemple a 1 an. Donc, je suis même pas au courant des dernières recherches. Mais regardez, vous montrez au cobaye les images du haut et vous l'équipez de capteurs qui captent l'activité électrique du cerveau. Et l'ordinateur reconstitue l'image que vous voyez. Vous voyez en bas, c'est les images reconstituées par ordinateur. Vous voyez le nounours? On voit le nounours quand même. On voit très bien l'avion, le surfeur, l'église, tout ça, lecture dans les pensées. Comme vous savez, autrefois, quand Elon Musk lançait un business un peu bizarre, tout le monde rigolait. Aujourd'hui, plus personne ne rigole. Il a montré qu'il avait une certaine capacité à faire advenir, disons, les choses qu'il projetait. Neuralink, son idée, c'est d'augmenter le cerveau, c'est d'interfacer le cerveau humain avec des machines. Alors, à terme, il veut augmenter le QI, ou permettre, je sais pas, de parler une langue comme ça à volonté. Bon, on y en est assez loin, mais enfin, il y a quand même un résultat réel qu'il a, puisqu'il a équipé des personnes handicapées de ce capteur, et ils arrivent à contrôler un ordinateur. C'est déjà un résultat absolument extraordinaire dont on peut se réjouir, et il est lancé à fond sur l'idée d'hybrider l'homme et la machine. On n'y est peut-être pas tout à fait, mais bon, ça arrive. Il y a aussi des choses vraiment exaltantes. On est peut-être en face d'une extraordinaire exponentielle de découvertes scientifiques, qui va d'ailleurs probablement faire exploser notre espérance de vie. Regardez, AlphaFold a réussi à déterminer la structure de 200 millions de protéines en tournant pendant 16 jours. Jusque-là, pour déterminer la structure d'une protéine, il fallait un thésard pendant 5 ans. Donc, AlphaFold a réussi à faire économiser à l'humanité 1 milliard d'années de chercheurs en 16 jours. 1 milliard d'années de chercheurs en 16 jours. En ce moment, les sciences dures sont en train d'être révolutionnées par l'informatique. Et nous allons tous en profiter. Vous pourrez multiplier les exemples. Alors, il y a une caractéristique très intéressante avec la prospective autour de la science. La première, c'est qu'on arrive assez bien à prévoir ce qui va se passer. Regardez, ce sont des cartes postales qui étaient en fait les posters pendant la fameuse exposition universelle de 1900. Elles sont devenues des cartes postales. Et donc, elles ont été écrites en 1900. Et l'idée, c'est imaginer le monde en l'an 2000. Le dessinateur s'est amusé à imaginer le monde en l'an 2000 quand on était en 1900. Vous voyez bien le monde de 1900. Qu'est-ce qu'on voit? On arrive très bien à prévoir ce qui va se passer. Tout ce qu'il a prévu, on l'a inventé, on l'a fait. Même encore plus. Il y a un truc, en revanche, qu'on a énormément de mal à prévoir. Comment la société change au contact des technologies. Comment parfois les technologies sont changées aussi. Comment la société va adopter les technologies et être transformée à son contact. Regardez, on ne pouvait pas imaginer qu'un trombinoscope inventé dans une université américaine aurait comme effet indirectement, quelques années plus tard, l'occupation du Capitole par un type torse nu avec une toque en bison. Vous comme moi, quand les réseaux sociaux sont arrivés, on se disait, mais bon, c'est sympa, on va pouvoir trouver nos copains de maternelle. On a tous fait ça. On est allé voir nos copains d'avant.
On a créé des petits liens, des groupes de potes, voilà, c'était rigolo. Et puis on s'est échangé des photos de chats. Et puis assez rapidement, on a échangé plein d'autres choses. On a échangé des opinions. On s'est groupé par opinion et ça a créé des effets de harcèlement, des effets d'hystérisation. Et finalement, le fait que les réseaux sociaux tuent la démocratie, on ne pouvait pas s'en douter. On l'a découvert après et on n'en est toujours pas sorti, pour tout vous dire. Il y a autre chose qui est un peu troublant en ce moment, c'est que tous les prévisionnistes se plantent. Mais ils se plantent comment ? Eh ben, ils sont trop pessimistes. Ils pensent que les choses vont arriver dans trop longtemps, alors qu'elles arrivent beaucoup, beaucoup plus vite. Regardez ce schéma, je sais qu'il n'est pas très très clair, mais c'est les gens qui prévoient à quel moment arrive la General AI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui fait à peu près tout ce qu'un cerveau humain arrive à faire, et probablement déjà en beaucoup, beaucoup mieux. D'ailleurs, l'IA est déjà beaucoup plus fort que nous dans la plupart des domaines. L'idée, c'est à quel moment ça arrive et que vous avez tout ça en même temps. Eh bien, on prévoyait ça à 50 ans en 2020, donc il y a 4 ans, on disait « Oh, ça sera dans 50 ans ». C'était en 2023, on disait « Ça sera dans 18 ans ». Il y a 1 an, on disait « Oh, ça sera dans 8 ans ». Et alors, c'est les dernières que j'ai, aux dernières nouvelles, mais enfin donc, si pour l'instant les prévisions sont réelles, on est aux alentours de 2030, donc a priori on sera à peu près tous là, vous voyez, il est possible que ça arrive beaucoup, beaucoup plus vite. Il est possible qu'on assiste à l'arrivée de l'AGI, l'Artificial General Intelligence, dans les mois qui viennent. On va tous être là. Ray Kurzweil a dit, si vous pouvez survivre aux 5 prochaines années, il est très probable que vous viviez 500 ans. J'ai l'intention d'essayer. Je veux dire de survivre aux 5 prochaines années. Et après, ma foi, on verra bien. Ce monde dans lequel on pénètre, on n'en connaît pas les règles encore. Rien ne nous avait préparé. Jusque-là, l'intelligence, c'était le truc le plus rare. Ça mettait des années à être formé, on se fatigue vite, la bande passante du cerveau est très faible. Un neurochirurgien, il faut 30 ans de formation. Et là, tout d'un coup, on entre dans un monde où l'intelligence devient une commodité. Comme le pétrole, comme le gaz, comme l'eau. Une commodité. On ouvre un robinet, il y a de l'intelligence qui coule. Rien ne nous avait préparé à ça. Surtout que jusque-là, on était les seuls à avoir ce truc hyper rare qu'était l'intelligence. Toute notre économie était fondée là-dessus, sur le fait que toutes les hiérarchies étaient fondées sur la hiérarchie des intelligences. Qu'est-ce qui va se passer dans un monde où tout ça est à disposition à coût marginal quasi nul ? Et ben la réponse est, on n'en sait rien. On va bien voir. Mais ça va probablement secouer. Il est possible que le travail disparaisse. C'est possible qu'on entre dans un monde de loisirs et d'oisiveté totale. À vrai dire, je crois que ça arrivera. Je ne crois pas que ça arrivera tout de suite. Pas tout de suite. Entre-temps, il va se passer d'autres choses et on va en parler. Parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Et comme il faut qu'on parle des jeunes et de leur façon de les attirer, il faut qu'on ouvre les yeux sur un truc. Le travail n'occupe plus nos vies. Voilà. D'une façon ou d'une autre, nous sommes sortis du monde où le travail était central dans nos vies. Nous sommes dans une société de loisirs. Il faut l'accepter. C'est pour ça qu'il est encore plus difficile et plus délicat de faire venir en particulier les plus jeunes. Au 19e siècle, on travaillait 4000 heures par an en moyenne. En 1950, on travaillait à peu près 2000. Et aujourd'hui, on est à peu près aux environs de 1600. Et d'ailleurs, on vit beaucoup plus longtemps. Au 19e siècle, un ouvrier, il travaillait 70% de sa vie éveillée. Aujourd'hui, si vous faites une carrière complète aux 35 heures et que vous vivez l'espérance de vie moyenne, combien de temps de votre vie éveillée aurez-vous consacré à travailler à votre avis ? 40 ? On parle de 70, 30 ? Entre 10 et 15%. Vous pouvez faire le calcul rapidement sur un petit coin d'Excel, vous allez voir, entre 10 et 15%. En réalité, 90% de notre vie, c'est du loisir. Dedans, vous savez, il y a les études, évidemment. Je compte ça dans le loisir. Et puis, oui, c'est un loisir. Qu'est-ce qui fait lever les gens le matin ? Eh bien, non mais j'ai des réponses à vous dire. Je vous pose pas tout de suite la question, mais vous pouvez réfléchir quand même. Qu'est-ce qui fait lever les gens le matin ? Eh bien, c'est l'évolution que j'appelle des 3 P. Au XVIIIe siècle, vous auriez arrêté quelqu'un dans la rue, vous lui auriez dit « Mais qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie ?» Il vous aurait dit « Paradis ».
aller auprès de Dieu, paradisie. C'est la seule chose à peu près intéressante dans une vie relativement merdique. C'est le seul truc souhaitable, le seul truc pour lequel on se battait, paradisie. Et puis probablement au 19e siècle, il aurait dit « patrie ». Je suis prêt à me lever et aller me battre à 19 ans, à 20 ans, à aller me faire tuer pour ma patrie. Et beaucoup l'ont fait. Aujourd'hui, si on faisait un petit sondage auprès des jeunes, je crois qu'on serait surpris. Des gens prêts à aller dans les tranchées. À partir de les 30 Glorieuses, les gens, ils se levaient pour le pavillon. C'est troisième P. Ils allaient se payer les fruits de l'extraordinaire croissance, et c'est pour ça qu'ils faisaient d'ailleurs beaucoup d'heures supplémentaires, mais c'était vraiment un enthousiasme formidable. Vous connaissez la chanson de Jean Ferrat, La Montagne ? Ils quittent leur pays pour s'en aller gagner leur vie, ça fait longtemps qu'ils en rêvaient, du formica et du ciné. Les gens, ils allaient dans les villes parce que c'était l'endroit où vous aviez un équipement culturel, et ils avaient accès à une vie différente, et pour ça vous bossiez beaucoup. Et ben, malheureusement aujourd'hui, ça a complètement changé. Autrefois, le travail, peut-être parce qu'il y avait un reliquat religieux, c'était un travail qui avait une valeur expiatrice et rédemptrice. C'était important de travailler dans la vie. Ça vous déterminait aussi socialement. Eh ben, depuis 92, probablement c'est fini, on a changé de société. C'est Fourquet qui remarque ça. 92, date charnière, fermeture des usines Renault à Billancourt. 15 jours plus tard, ouverture de Disney. La fin de la société industrielle, le début de la société des loisirs. Le jeune d'aujourd'hui, il n'est pas venu pour souffrir. Vous n'avez pas la ref ? Non, mais c'est un truc sur YouTube qui tourne. Je suis pas venu pour souffrir. Le jeune, il n'est pas venu pour souffrir. Il voit pas pourquoi il souffrirait. Autrefois, nos aînés, ils trouvaient que c'était normal de mener une vie de souffrance parce que c'était comme ça. La vie, c'était ça. Au mieux, on attendait la retraite pour le moment où ce serait un peu plus sympa. Le jeune, pas du tout. Il est pas là et il est plus prêt à supporter une carrière qui l'ennuie pour s'acheter les retraites. Lui, il veut le bonheur, hic et nunc, ici et maintenant. Donc il veut du sens dans ce qu'il fait, Il veut trouver du plaisir et de l'intérêt dans ce qu'il fait, tout de suite. Alors évidemment, l'IA pose quelques problèmes. On va pas se le cacher. Vous savez, la différence entre menace et opportunité, c'est qu'une opportunité, c'est une menace qu'on a réussi à bien prendre. Et une menace, c'est une opportunité qu'on a loupée. Le premier problème, évidemment, c'est la disparition de la réalité. Ce qui est vrai commence à être de moins en moins visible, de moins en moins compréhensible. Tous les jours, on tombe sur des vidéos sur Internet et on se pose la question, mais c'est vrai ou c'est trafiqué ? C'est vrai ou c'est fait par Internet ? Et ça devient de plus en plus difficile. Moi, je regrette parce que j'aimais bien la doudoune du pape. Je trouve qu'elle était sympa. Je trouve que il devrait creuser l'idée. Notre grand problème, c'est que de plus en plus, nous vivons dans la tension entre trois choses. Le biologiste Oliver Wilson a une phrase géniale que j'adore. Il dit « Notre problème au XXIe siècle, c'est que nous avons un cerveau du Paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux. » Et nous vivons la tension de plus en plus grande entre les trois parce que le cerveau, lui, n'évolue pas, les institutions n'ont pas beaucoup, et les technologies, on l'a vu, énormément. Et on vit dans cette tension de plus en plus forte qui fait que la société, les institutions, nos repères craquent de tous côtés. Depuis Yalta, nous savons que si on n'est pas à la table de négociation, en tant que nation, c'est qu'on est au menu. Acceptons-le, l'Europe est sortie de l'histoire. Elle ne domine plus, c'est fini, c'est une vieille histoire. Soyons lucides sur le fait qu'on a tout loupé depuis 40 ans. Tous les tournants technologiques. Et là, on est en train de louper le prochain sur l'IA et on va le voir sur la robotique. Aujourd'hui, le monde, c'est l'opposition à nouveau de grands géants. Est-ce que pour autant, on va vers une démondialisation ? Est-ce qu'on va moins échanger ? Pas du tout. Pas du tout. En revanche, ce qui est important, c'est de savoir le sens de ces échanges à partir de qui a les meilleures technologies. S'il y a bien un truc que nous apprend l'histoire, c'est que celui qui a les meilleures technologies a la puissance économique et militaire. Crécy, Azincourt, pourquoi la chevalerie française s'est fait botter les fesses ? Parce que nous avions de magnifiques arbalètes qui tiraient 4 à 5 carreaux par minute et qui craignaient la pluie, ce qui est un problème.
craindre la pluie quand vous êtes sur un champ de bataille. Et eux, ils avaient des longbows, les grands arcs qui en tiraient plus de 2 fois plus. Je veux pas défendre le chevalier, mais enfin, là, ça fait une différence. Et quand la fin de la guerre de 100 ans est enfin arrivée, à Castillon, devenu, comme vous le savez, Castillon, la bataille, et ben la bataille de Castillon, pourquoi on a gagné? On avait les canons. On avait les premiers canons. La meilleure technologie fait la puissance économique et militaire. Demandez-vous, qui a la meilleure technologie aujourd'hui? C'est pas nous, on va devoir l'acheter. Cela étant, on a caressé le rêve, ou certains ont évoqué le rêve, qu'au moment du Covid, on aille vers une vraie démondialisation. On allait arrêter d'échanger. Absolument pas. En réalité, c'est pas ce qui se passe. Certes, on a une vraie réflexion sur la souveraineté, on a une réflexion sur nos dépendances, sur les dépendances des filières, mais les filières sont tellement internationalisées que même dans une grande zone comme l'Europe, il n'est pas imaginable de penser qu'on peut tout produire nous-mêmes. Et donc les échanges restent extrêmement importants. D'ailleurs, si vous regardez l'évolution du commerce mondial, finalement, ça reste, c'est quasiment une exponentielle, mais en tout cas, ça reste une courbe qui est en croissance. On va continuer à s'échanger. La soif d'échange ne s'est pas tarie, elle est toujours là, d'autant plus que vous avez 2 milliards de personnes dans le monde qui sortent de l'extrême pauvreté, en Inde et en Chine, et qui aspirent à consommer comme les autres. Tout ça va continuer à être l'histoire des prochaines années. C'est une bonne nouvelle, évidemment, quand vous êtes dans le transport et la logistique. Il faut s'en réjouir. Il n'y aura pas de fermeture sur soi, pas de fermeture radicale. On va continuer à devoir beaucoup échanger et probablement de plus en plus. C'est ce qu'on a du mal d'ailleurs parfois à comprendre en France. Le trafic aérien va continuer à exploser. Voilà. Il faut jamais confondre les lubies médiatiques de quelques médias français et la réalité du monde. Voilà. Ce sont deux choses extrêmement différentes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas naturellement des choses extraordinaires à faire du point de vue de l'évolution sur son empreinte, notamment carbone. La grande question qui se pose alors, pour toutes les entreprises, pour les vôtres en particulier, c'est: cet homme a-t-il cette fois tort ou raison? Toujours. Alois Schumpeter. Schumpeter, destruction créatrice. Il a dit oui, la technologie détruit les emplois, mais il en crée toujours d'autres. Il n'y a plus de porteurs d'eau, mais il y a des gestionnaires d'eau. Il n'y a plus de maréchaux ferrants ou quasiment pas, mais il y a des garagistes, il y a des gens qui font des voitures. Il y en a beaucoup plus. Et jusque-là, destruction créatrice, ça a très bien marché. La question, c'est: est-ce que ça va continuer? Alors, donner un élément de réponse. Probablement un jour, tout le travail humain va disparaître, mais je pense qu'on en est relativement loin. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer le truc classique de Schumpeter. Les emplois vont disparaître, d'autres vont se créer. Mais d'autres vont se créer avec des compétences différentes. C'est-à-dire qu'ils vont faire appel à des compétences souvent un peu plus élevées. Alors c'est vrai, entre en haut et en bas, il y a au moins 2 emplois qui ont été supprimés, mais il vous faut un conducteur de drone, tout de même. Et on pourrait multiplier les exemples. À partir de l'arrivée de ChatGPT, c'est très intéressant, vous avez eu tout de suite, quasiment dans les semaines qui suivent, une chute du nombre de jobs en freelance et de sa rémunération pour le tertiaire. Vous voyez déjà l'arrivée, l'IA, elle est déjà dans le tertiaire. Elle est déjà utilisée par de plus en plus de gens. Autre illustration, voilà un centre d'appel. À partir du moment où on lui a donné l'IA, regardez l'explosion du taux de satisfaction. Radical. Pour tout ce qui est centre d'appel, ça va être une boucherie. Donc là, c'est plutôt autour de la Méditerranée que ça se passe. Ça va être très efficace, mais là, vous allez pouvoir faire pas mal d'économies. Une expérience chez des consultants, un groupe avec une tâche sans IA, un groupe avec la même tâche avec l'IA, il n'y a pas photo. Quand vous avez l'IA, vous êtes beaucoup plus rapide et vous êtes meilleur. Vous gagnez 30% de productivité en plus. Et quelque chose d'intéressant, c'était plutôt les moins bons qui sont les plus augmentés. Quand vous étiez un peu moins bon, vous bénéficiez. Donc vous avez une sorte d'égalisation. Alors c'est pas très juste pour ceux qui ont bossé pour être meilleurs, mais il se trouve que vous avez un phénomène assez fort. En tout cas, l'IA est extrêmement puissant pour augmenter votre productivité. D'une façon ou d'une autre, les emplois de demain sont des emplois qui seront hybrides. Alors comment dire hybrides? Des emplois qui vont devoir utiliser des technologies, qui vont être en complément avec ces technologies. Ça veut dire quand même, probablement,
des formations, pas nécessairement extrêmement pointues, mais des formations quand même pour utiliser ces technologies et pour être complémentaires. Alors la nouvelle révolution qui va arriver, c'est la révolution des robots. D'ailleurs, il y en a un, il est déjà à la retraite. Vous voyez combien ça va vite. Vous aurez tous, d'ici 20 ans, chez vous, un robot majordome qui fera la cuisine, qui fera le ménage, et qui, oui, ça vous fait rêver, moi aussi, et qui fera le cours à vos enfants. Parce que ce robot parlera toutes les langues et il sera meilleur que n'importe qui. C'est la caractéristique de ces robots. Ils vont avoir l'intelligence la plus grande possible avec la capacité physique, évidemment, un robot qui ne se fatigue jamais. Vous avez vu toutes les annonces d'Elon Musk qui est en train doucement de se constituer une sorte de monopole sur les télécommunications. Finalement, là encore, science-fiction, la science. La différence, finalement, c'est que Z6PO, il pourra faire des flips en arrière. C'est parce que ce qu'on n'avait pas prévu chez Lucas. Et il va pas marcher comme ça. Il va être bien meilleur que vous, il pourra faire des flips sans élan. Voilà. Mais c'est la seule différence. Alors, qu'est-ce qui nous reste à nous humains ? Il y a déjà une chose très importante à dire. Il reste justement la présence physique, la prise de parole en public, la coprésence physique, le management, le travail en équipe, la décision. Qu'est-ce qui va rester à l'humanité comme secteur extrêmement important ? Le voyage. On pourrait dire le divertissement. Ça va être de plus en plus important, ça l'est de plus en plus, et ça va continuer, qu'on le veuille ou non. Vous savez, les croisières, ça n'a pas une super image chez nous, mais les croisières, en réalité, c'est un secteur qui explose dans le monde. Voilà, vous ne savez pas, mais les croisières, il y en a de plus en plus. Et les gens ont du temps libre et ils veulent s'occuper. Voilà. La deuxième chose, c'est le spectacle vivant. Autrefois, on faisait un petit peu de concerts pour vendre des CD. Aujourd'hui, on met la musique gratos sur Spotify et on fait des concerts qui rapportent des milliards. Le retour du spectacle vivant. Le retour, là encore, vous voyez, de la présence physique. À partir du moment où l'intelligence va être banale, finalement, ce qui va rester, c'est justement la présence humaine. Les métiers du care, on pourrait dire les métiers du cœur aussi, hein, les métiers du lien. Les métiers de la main, c'est-à-dire les métiers où justement l'imperfection de la main fait partie de la perfection de l'objet qu'on cherche. Et puis, tous ces métiers qui relient, qui transportent et qui assurent le transport de ce qui n'a pas été transformé en 0 et des 1. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été numérisées. Autrefois, vous aviez des CD physiques. Aujourd'hui, vous les envoyez directement et vous les regardez directement sur vos écrans. Mais il y a encore, en fait, plein de choses qu'il faut pouvoir échanger. D'ailleurs, Amazon, finalement, son grand savoir-faire, c'est quand même de la logistique. Au moins autant qu'avoir une place de marché virtuelle. À un moment donné, le clic rejoint le mortar. Et pour faire rejoindre le clic et le mortar, c'est là qu'il vous faut des gens pour faire la jonction jusqu'au dernier mètre. Ça va rester. Parce que jusqu'à nouvel ordre, et peut-être qu'un jour ça arrivera, mais nous sommes dans un corps physique, coincés dans un endroit, on n'est pas ubiquitaire. Et on a des besoins qui sont ceux d'un chasseur-cueilleur il y a 70 000 ans. Voilà, notre cerveau et notre corps restent le même. Jusqu'à nouvel ordre, ça va rester comme ceci. Tant mieux peut-être, tant pis diront les autres, ça ne durera peut-être pas toujours, mais ça veut dire que cette reliance physique, elle reste fondamentale. J'ai la chance d'intervenir devant beaucoup de secteurs. Il n'y en a pas un, finance, assurance, divertissement d'ailleurs aussi, croisière. Il n'y en a pas un qui ne dit pas « je n'arrive pas, j'ai du mal à trouver les jeunes dont j'ai besoin, à les retenir ». Donc vous inquiétez pas, vous avez le problème de tout le monde. Alors, je ne sais pas si ça doit vous rassurer. Tout le monde a le même problème. Aujourd'hui, je vous l'ai montré, attirer un jeune, lui donner du sens et le faire rester, c'est beaucoup plus compliqué qu'autrefois où il était venu pour souffrir. Voilà. La guerre des talents a commencé. Les talents, il y en a toujours autant. Des jeunes formidables, il y en a toujours autant. Mais la guerre pour les faire venir, elle est probablement plus dure qu'avant. Et donc, ça veut dire que, évidemment, il va falloir être beaucoup plus fin à essayer de comprendre ce qu'ils veulent. Moi, j'aimerais terminer, puisqu'il me reste exactement 2 minutes, en vous disant, mais finalement, de quoi on a besoin au XXIe siècle ? On a besoin d'abord d'encourager et de motiver, d'être aidé dans cette autodiscipline extraordinaire dont on a besoin à une époque où, paradoxalement, tout est plus difficile de sa facilité. Tout est à un clic de distance. Le monde entier nous épargne les efforts.
Demain, on n'aura peut-être plus à apprendre quoi que ce soit, puisque la machine saura tout à notre place. Et donc, paradoxalement, être un humain, ça sera dur, parce qu'il faudra s'autodiscipliner. Et donc, on a besoin d'être aidé dans cette autodiscipline, et je crois qu'un employeur, il aura aussi cette tâche-là. La deuxième chose, c'est paradoxalement dans un monde où tout le savoir humain est à un clic de distance et à 0 € de coût. On a accès à tout le savoir facilement, il suffit de le demander à une IA qui va vous le dire. Et ben paradoxalement, le monde il est moins compréhensible. On a besoin d'être éclairé, on a besoin d'être rassuré, et ces canevas de compréhension du monde, cette rassurance, là aussi, je trouve que ça fait partie du rôle des entreprises. Donner à comprendre le monde, donner une grille de lecture du monde. Et puis la troisième chose, comme dit Aristote, on est des animaux politiques, on est un zoon politikon. On a besoin de se relier, et paradoxalement, dans un monde où on est relié en permanence à des milliers de gens partout dans le monde, en fait, on n'a jamais été aussi seul. Le risque, c'est l'isolation. Pardon, l'isolement. L'isolation serait plutôt pas mal. Le risque, c'est l'isolement. On l'a tous, ce risque. Et donc, nous aider à refaire communauté, à continuer à être entre humains, à préférer les humains aux écrans, là encore, relier, créer du lien, ça fait partie des tâches fondamentales et des défis fondamentaux que doit respecter et que doit relever toute entreprise, quelle qu'elle soit. Woody Allen avait cette phrase rigolote, il dit « J'adore l'avenir, c'est là que je compte passer le reste de ma vie ». Ben, je crois que comme Woody Allen, en fait, on peut adorer cette époque absolument extraordinaire, certes qui a des défis, certes qui peut faire un peu peur à certains égards, parce qu'elle nous fait rentrer en partie dans l'inconnu, mais cette époque extraordinaire qui est aussi pleine d'opportunités formidables, de progrès objectifs pour la santé, pour l'être ensemble, c'est possible. En tout cas, je crois que si on y concourt tous ensemble, pour le coup, ça va être possible. Je vous remercie.